À propos de Foucault, bien sûr, donc j'ai eu l'occasion, de fréquenter sa pensée alors qu'au fond j'étais, vraiment très jeune, mais j'étais quand même dans l'activité politique. J'avais 16 ans et j'étais influencé donc par mes camarades, il se trouve en fait que, bon, Foucault, il n'a pas vécu mai 68. Par contre, moi, oui. Donc voilà, au fond, une conjonction historique, euh, ou un concours de circonstances qui a fait que Foucault, qui, ce n'est pas pour dire qu'il a inspiré mai 68, mais enfin c'était quand même parmi les penseurs de l'époque. D'ailleurs après il a retrouvé sa place, bien sûr, enfin surtout à Vincennes avec les nouveaux, enfin cette nouvelle université avec ce renouvellement des pensées et des penseurs. Euh, et donc il se trouve que euh, je me suis retrouvé à Paris euh, juste avant mai 68 et j'avais quitté la Tunisie. J'avais quitté la Tunisie. Bon, pour différentes raisons. Bien sûr, c'était un peu le malaise culturel ou civilisationnel ou politique dans lequel je me trouvais, dans lequel j'ai toujours baigné. Donc, moi, je n'avais pas un attachement viscéral à un pays ou à une nation. J'aimais beaucoup l'idée d'être né en Tunisie, d'avoir reçu toutes ces influences historiques, intellectuelles, religieuses. Mais disons, bon, voilà, ça me suffisait pas. Enfin, disons, je pouvais pas m'enfermer dans cet univers. Euh, alors, avant de partir, parce que j'ai toujours eu au fond l'envie de partir, bien que je sois déjà parti, quoi. Enfin, intellectuellement, j'ai voyagé et on peut partir au fond sans voyager, rien qu'à travers les livres et qu'à travers la pensée intellectuelle. Et c'est ce que je n'ai pas arrêté de faire, quoi. Enfin, en fréquentant les philosophes, en fréquentant le cinéma, la nouvelle vague, enfin, tout nous arrivait, quoi, même à Tunis. Mais il s'est trouvé en fait, qu'il y avait aussi un autre élément politique qui était plus urgent et plus pressant. En Tunisie, à l'époque, euh, il n'y avait pas une démocratie. Enfin, donc on était dans un pays où Bourguiba était censé être le représentant de la modernité, du progrès, mais en même temps, il avait une conception extrêmement autoritaire de l'histoire. Et c'est un peu l'homme providentiel. Et finalement, il n'y avait pas la possibilité d'exprimer des opinions contraires à celles du parti unique. Donc on était malheureusement dans ce cas de figure. Parce qu'en Tunisie, après l'indépendance, assez vite, les partis d'opposition ont été interdits, notamment le Parti communiste. Bon, alors bien sûr, je faisais partie de cette jeunesse progressiste, sinon même révolutionnaire, même si, par ailleurs, on n'avait pas une base ouvrière. Hein. Il faut dire que, comme dans beaucoup de situations, le Parti communiste, surtout minoritaire, il était surtout le fait des intellectuels. Bien sûr, ce n'était pas le cas du Parti communiste français, où c'était un mouvement de masse très important et où donc il y avait une base ouvrière, quoi. En Tunisie, il n'y avait pas ça. Il y a eu à un certain moment une base ouvrière. C'était pendant la guerre de libération, c'était dans les protestations contre le colonialisme. Il y avait des syndicats assez forts, il y avait un parti ouvrier assez fort, mais qui n'était pas nécessairement communiste. Mais après Bourguiba, tout a été gelé, quoi, en fait. Les syndicats, l'opposition, tout était dans les mains du parti unique. Alors, dans ces conditions,
ça devenait étouffant. C'est-à-dire c'était plus possible finalement d'avoir la liberté qu'on pouvait avoir. À un certain moment, il y avait une relative liberté en Tunisie, quoi. Même quand j'avais 15-16 ans, on pouvait lire Socialisme et barbarie, par exemple. On trouvait dans les kiosques, en fait. Bon, c'était presque miraculeux, mais on trouvait dans les kiosques des revues comme ça, ou des revues de la 4e internationale et tout. Mais progressivement, les choses sont devenues beaucoup plus dures et le régime s'est enfermé. Et il s'est trouvé qu'il y a eu des manifestations estudiantines, et parmi les premières, et puis voilà, il y a eu des clashs. On a essayé d'organiser, d'organiser des élections libres au niveau de l'UGET, l'Union générale des étudiants tunisiens. Par miracle, l'opposition a gagné les élections, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, le régime a mis le haut là. Et moi, je me suis trouvé dans la situation en fait où il fallait partir. Et avant même que je ne parte, en fait, j'ai été arrêté. Et je passe là rapidement. En fait, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance. Je n'ai pas été enfermé pendant longtemps. Voilà ce que d'autres camarades n'ont pas eu. Des camarades de ma génération ont été emprisonnés et puis certains d'entre eux ont écopé de 5 ans. Enfin, tout simplement parce qu'ils étaient étudiants marxistes. On a trouvé des ouvrages chez eux de marxistes, etc. Donc, c'était quand même arbitraire, mais c'était l'expression du pouvoir, c'est-à-dire s'opposer à toute forme d'opposition, quelle qu'elle soit, alors même que cette jeunesse, elle était progressiste. Et elle partageait au fond les valeurs de Bourguiba. Donc, elle était pour l'émancipation, le progrès, mais sauf que Bourguiba, il voulait vraiment être le porte-parole de la modernité et qu'il fallait suivre ses instructions. Bien sûr, alors cette jeunesse, mais c'est une jeunesse quand même privilégiée, quoi. Enfin, bon, on était au lycée et puis certains étaient à l'université. On n'a pas accepté n'a pas accepté, disons, cette répression, et puis qui a exigé même une forme d'autonomie syndicale, d'autonomie politique. Mais bon, enfin, donc il y a eu une répression démesurée. Et puis j'ai été pris dans la tourmente. Et puis bon, je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais enfin j'ai eu la chance de passer entre les mailles. Et j'ai pu, au fond, partir. Donc j'ai pu avoir un passeport et j'ai pu partir. Et vraiment, ça m'a sauvé. Parce que si j'étais resté, je me serais enfoncé dans l'action politique, dans l'opposition politique, et qui était complètement stérile, quoi. Parce que d'un côté, on n'avait pas une base sociale et on n'avait pas une base ouvrière. Et d'autre côté, le régime était très décidé, finalement, à réprimer, alors même que alors même, comme disait Bourgois, ce sont ses enfants, enfin les enfants de l'indépendance, et qu'on partageait quelque part les mêmes valeurs de la modernité, parce que là aussi, les choses quand même sont assez compliquées. C'est-à-dire, même si on était contre Bourguiba, Bourguiba était quand même celui qui a fait beaucoup d'avancées pour la Tunisie, notamment du point de vue de l'émancipation. Donc il faut quand même rappeler qu'en Tunisie, et je le dis comme ça, en fait, par coquetterie, mais pas seulement par coquetterie, le droit de vote aux femmes a été accordé juste après l'indépendance, en 56 ou en 57. Et moi, quand je suis arrivé en Suisse, le vote sur le plan fédéral n'a été accordé qu'en 1972. Sur le plan fédéral. Donc, c'est pour dire, en fait, c'est pour relativiser de nouveau, quoi. Enfin, bon, je rappelle souvent cette anecdote pour montrer, en fait, qu'on n'est pas dans cette vision que d'un côté, il y a les pays modernes et d'autre côté, les pays arriérés qui vont progressivement. Et les choses sont bien plus complexes et que la modernité elle-même est une notion qui relève de l'histoire, mais qui relève d'un mouvement qui fait que déjà au XIXe siècle, par exemple, en Tunisie, en 1864, il y a eu une première constitution démocratique. Enfin, donc avant l'occupation française. Donc c'est pour montrer, en fait, si j'en parle, c'est parce que en 2011, il y a eu une révolution. Et puis, on a parlé de la première révolution démocratique. Mais en fait, on a oublié qu'en 1864, il y a eu
même si c'était un peu le fait du bey, du roi de l'époque, c'était quand même une constitution démocratique. Donc c'est juste pour montrer que, de nouveau, ayant vécu en Tunisie, je n'avais pas du tout une perception manichéiste de la tradition de la modernité. Je voyais bien, en fait, que la tradition, elle est partout et nulle part. Et la modernité, elle est partout et nulle part. Et une modernité qu'on nous proposait, pour moi, elle était absolument détestable, quoi. Enfin, la modernité capitaliste, elle était détestable. La modernité, c'est juste pour dire que, de nouveau, il faut mettre les choses en perspective, les contextualiser pour mieux comprendre les processus qui nous gouvernent, ou les processus qui nous permettent de mieux nous situer. Donc cette histoire de tradition-modernité, dans les années 60-70, elle était très, très prégnante, quoi. Donc c'est à travers surtout les idéologies qu'on a appelées les idéologies développementalistes. Et moi, personnellement, j'étais extrêmement méfiant, quoi, par rapport à ces idéologies, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a une sorte de simplisme, une sorte de déterminisme économique, et puis de croire qu'il suffit de régler les problèmes économiques et techniques pour que l'émancipation advienne. Et donc, voilà, de nouveau, c'était une façon d'aller encore un peu plus vers l'anthropologie, c'est-à-dire de subvertir cette idée d'opposition tradition-modernité, et pour montrer que finalement la tradition, elle peut être aussi bien, enfin elle peut être active et positivement active, et que la modernité peut au contraire agir contre l'émancipation et agir contre la volonté notamment des citoyens. Donc pour moi, ça a été le moyen d'approfondir au fond un peu ma critique à la fois du système capitaliste, à la fois de la modernité, et de m'ouvrir à une perspective transhistorique et anthropologique. Bien sûr, à l'époque et dans les années 70, on était encore quand même dans un paradigme évolutionniste, notamment en anthropologie, notamment ce qu'on appelait à l'époque l'ethnologie. On était quand même dans une ethnologie un peu évolutionniste, même si on n'utilise pas les instruments grossiers du développementalisme en opposant la tradition à la modernité, mais on avait quand même une perception évolutionniste. On avait et à la limite, on pensait qu'il y avait d'un côté les sociétés primitives ou les sociétés sans histoire, et d'autre côté les sociétés à histoire. Même si c'est pour valoriser les sociétés sans histoire, hein. Et c'est un peu quand même l'ethnologie un peu exotique, hein, qui a consisté à opposer la tradition à la modernité en mettant en avant un idéal d'une société primitive qui n'a pas été touchée par le progrès, qui n'a pas été touchée par, comment dire, par, par, par l'histoire, ou bien par les mécanismes historiques qui ont été à l'origine de l'avènement finalement d'une société de classe. Enfin, pour aller très vite, au fond, même si j'ai adhéré à la critique de Pierre Clastres dès le départ, au fait que les sociétés primitives doivent être réhabilitées, et que le politique dans la société primitive, non seulement il existe, mais il constitue même un élément central. Malgré tout, il y avait quand même une conception un peu exoticisante de la société primitive qu'on opposait de façon un peu radicale par rapport à la modernité. Donc, de nouveau, c'est juste pour dire que les choses sont assez compliquées. On peut parfaitement adhérer à la vision clastrienne de la société primitive en tant que sujet politique, hein, et en tant que société qui va à l'encontre de l'apparition de l'État. Et il l'explique bien, ce sont des mécanismes extrêmement puissants qu'on peut expliquer économiquement et politiquement, ce qu'a fait Marshall Salins par rapport à l'économie, qui a repris d'ailleurs l'idée de Pierre Clastres. Mais en même temps, on voit bien aussi qu'on peut parfois tomber aussi dans une forme d'exoticisation de la société primitive et de la valorisation, de la survalorisation. Et je me rappelle très bien
une des critiques que Marc Auger et d'autres ont fait, c'est par rapport à l'idée justement de la société, du bon sauvage, en fait, c'est-à-dire la société primitive comme une société où tout est parfait par opposition à la modernité. Donc j'ai toujours été méfiant, en fait, à cette, par rapport à cette opposition, enfin, terme à terme, entre tradition et modernité. Et j'ai préféré, en fait, qu'on tienne compte de la complexité et notamment de l'idée que même si les sociétés primitives relèvent d'une logique sociale qui va à l'encontre de l'État, il ne faudrait pas en fait les exclure de l'histoire. C'est-à-dire on peut toujours les penser dans l'histoire et d'ailleurs, on s'est aperçu plus tard en fait qu'il n'y a pas une forme pure de société primitive ou une forme pure de société moderne. Donc, il s'agit de nouveau d'introduire la complexité et de penser la possibilité aussi pour les sociétés primitives d'une histoire, du changement et de ce qu'on peut appeler à un certain moment des sociétés en fait qui non pas qui évoluent ou qui suivent nécessairement un processus historique linéaire, mais qui sont capables d'adaptation, qui sont capables de résistance. Donc voilà, ce sont des éléments qui m'ont aussi beaucoup aidé dans l'analyse que j'allais faire en anthropologie, d'introduire cette dimension de la tradition et de la modernité comme étant des éléments structurants qu'il ne fallait pas a priori opposer. Donc, bon, je disais ça par rapport de nouveau, en fait, oui, à la question du politique. C'est-à-dire, Pierre Clastre a eu le mérite de réintroduire le politique dans l'analyse des sociétés primitives, en montrant en fait que c'est des sociétés agissantes. Et que c'est et que en étant agissante, c'est-à-dire en mettant en avant le politique comme l'élément structurant, quitte justement à refuser l'État, c'est-à-dire cette idée de refuser l'État, c'est pas une idée mystique. En fait, moi, je pense que c'est une idée qui relève de processus objectifs, comme l'a analysé, je l'ai dit tout à l'heure, Marshall Sahlins par rapport à l'économie primitive, en montrant en fait comment dans les sociétés primitive, on refuse, au fond, on refuse l'accumulation. Et c'est pas pour rien qu'il a appelé son ouvrage Société primitive, société de l'abondance. Donc c'est un paradoxe total, mais en fait c'est pas si paradoxal que ça dans la mesure où, si on comprend la logique de la société primitive, c'est une logique qui va à l'encontre de l'accumulation, qui va à l'encontre d'un progrès comme une fin en soi. Mais ça ne veut pas dire que c'est des sociétés démunies, ça ne veut pas dire que c'est des sociétés qui ne pouvaient pas faire autrement. C'est un choix de société. Et c'est un peu l'équivalent, ce qu'a fait Père Clastre par rapport au refus de l'État. Hein. Voilà. Donc voilà, ce sont des éléments qui m'ont permis de complexifier notre réflexion sur la tradition et la modernité. Et c'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, du coup, de m'intéresser aussi aux sociétés modernes. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais fait une distinction entre société primitive et société moderne, même si, à un certain moment, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle une société primitive par excellence, c'est les sociétés papoues, hein, enfin Papouasie-Nouvelle-Guinée à travers les culs du cargo. Je pourrais revenir là-dessus, parce que les sociétés papoues ont été considérées comme les sociétés les plus primitives qui existaient encore sur Terre, quoi. On était encore à la hache de pierre. Donc je me rappelle très bien, en fait, il y a des titres très accrocheurs, de l'âge de pierre à l'âge atomique. C'est-à-dire comment, en fait, des sociétés qui n'avaient pas du tout connu, ce qu'il faut d'ailleurs, le contact avec les Blancs, dans les années 30, tout d'un coup, on les découvre. D'ailleurs, comme aujourd'hui, semble-t-il, on continue à découvrir des sociétés amazoniennes isolées. Bon, et alors là, ça aussi, ça a été un intérêt extrêmement important pour moi, mais je l'ai fait d'ailleurs après avoir travaillé sur la société moderne ou actuelle, quoi, parce que mon premier terrain, en fait, c'était dans les Alpes valaisannes et à travers les vaches et à travers la sociabilité. Et donc, ma problématique était déjà une problématique tradition-modernité, c'est-à-dire comment, au cœur même de la modernité, peut-on articuler la tradition et la modernité. Peut-être que je pourrais y revenir, mais c'est juste pour, voilà, de nouveau, le fil conducteur pour aller à l'encontre
de cette opposition tradition-modernité qui était prégnante et qui était également prégnante à l'intérieur même de la théorie anthropologique, parce que quand même, qu'on le veuille ou pas, il y a, dans l'ethnologie classique, et une bonne partie de l'ethnologie française à un certain moment, elle était vraiment complètement omnibulée par la structure et omnibulée par la pureté en fait des structures qu'on allait découvrir. Et on a évacué ou mis de côté tout ce qui relève du changement, de l'hétérogène. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire l'impasse des considérations de Lévi-Strauss sur les rapports entre anthropologie-histoire. Quand même, dans l'anthropologie structurale, il y a un texte et plusieurs textes en fait qui montrent bien que finalement l'ethnologie relèverait, elle, pour aller très vite, schématiser, de la structure et les sociétés oui, de la structure, alors que les autres sociétés, et notamment historiques, elles relèveraient de l'histoire et de l'hétérogène. Donc cette opposition entre la recherche de la structure et d'essayer de trouver en fait, ouais, les logiques en fait, les logiques sociales, parce que Lévi-Strauss, c'est ça au fond qui l'intéressait. Et ce n'est pas du tout pour critiquer le structuralisme, dans la mesure où non seulement j'étais structuraliste, mais je continue à l'être, quoi. C'est-à-dire quelque part. Donc de nouveau, je n'ai jamais fait des oppositions méthodologiques à l'intérieur du champ de réflexion. C'est-à-dire, je pense qu'on peut utiliser plusieurs méthodes, plusieurs instruments, bien sûr, de façon réglée, de façon consciente, sans nécessairement adhérer à une doctrine. Si je suis structuraliste, c'est parce que ça me permet jusqu'à un certain point d'analyser un certain nombre d'éléments parce qu'elles me permettent de mieux comprendre un certain nombre d'enjeux et pourquoi pas dégager aussi des structures ou des logiques d'opposition, pourquoi pas. Mais en même temps, Lévi-Strauss, et c'était l'époque, et c'était aussi une façon peut-être de défendre le structuralisme et en tout cas de mettre en avant la productivité heuristique de son modèle. Il a un peu trop, opposé histoire et structure. Bien sûr, on en est revenu, et lui-même aussi peut-être en partie. Bon, voilà. Donc il m'a semblé aussi que c'était des éléments importants pour mieux comprendre les processus du changement social. C'est-à-dire, en fait, c'était ça. Finalement, quelque part, l'anthropologie, à un certain moment, s'est trouvée dans l'impasse de ne pas penser le changement. Et d'où l'intérêt que j'ai porté tout de suite au terrain dit moderne. De ne pas m'intéresser uniquement aux sociétés primitives qui sont l'objet par excellence de l'anthropologie, mais de les ouvrir systématiquement aux structures, aux structures hétérogènes ou à une histoire hétérogène et d'essayer d'effectuer un va-et-vient entre les deux.